Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette partie 2 de la vidéo dédiée au principe de nécessité en droit pénal. Alors là, dans cette partie, nous allons nous intéresser au principe de proportionnalité des peines. Proportionnalité des peines qui a été déduite du principe de nécessité par le Conseil constitutionnel. Et j'ai décidé que j'allais diviser cette partie sur la proportionnalité des peines en deux sous-parties. La proportionnalité de la peine encourue et la proportionnalité de la peine prononcée. Attaquons donc la première sous-partie, la proportionnalité de la peine encourue, un contrôle léger. En effet, le Conseil constitutionnel considère que ce n'est pas à lui de dire à la place du législateur à quel point les comportements incriminés doivent être punis sévèrement. Ce principe a été explicité dans le cadre d'une décision de 1981, la fameuse décision relative à la loi Sécurité et Liberté. Et voici ce que nous dit le Conseil constitutionnel. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci. Mais, dans une décision de 1986, le Conseil constitutionnel ajoute une précision très importante, en disant « En l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer blablabla. » En fait, il reprend la formule qui a été évoquée un petit peu plus haut. Ce que l'on peut conclure de ces deux phrases, c'est que le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel en matière de nécessité et surtout de proportionnalité de la peine est léger, mais pas inexistant. Le législateur peut, en principe, attacher les peines qu'il veut à une infraction, sauf en cas de disproportion manifeste. Bon, je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons que le législateur crée une infraction spécifique sur le vol de pain. Il peut punir, en principe, le vol de pain de n'importe quelle peine, comme 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Mais, si le législateur se met à fixer une peine de 30 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté de 5 ans et 200 000 euros d'amende, bon, le Conseil constitutionnel pourra effectivement censurer cette loi en disant que la peine est manifestement disproportionnée par rapport aux faits incriminés. En fait, concrètement, l'emploi de la formulation manifestement disproportionnée permet de restreindre le contrôle du Conseil constitutionnel aux cas les plus extrêmes. La pratique confirme le caractère restreint de ce contrôle. En effet, bon, on a par exemple un cas de déclaration de disproportion manifeste dans une décision de 1996. Il s'agissait d'une loi dans laquelle le législateur avait permis de qualifier dans certaines circonstances l'infraction d'aide à l'entrée ou au séjour illégal d'étrangers d'acte terroriste. Toutefois, bon, lorsque la proportionnalité d'une peine est remise en cause, l'énorme majorité des décisions du Conseil constitutionnel concluent à une absence de disproportion manifeste. Pour vous donner quelques exemples, 1986, une loi sur l'association de malfaiteurs, 1986 aussi, une loi sur les violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, 1993, une loi sur les infractions relatives aux prestations de publicité, 1996, une loi sur les violences volontaires ayant entraîné moins de 8 jours d'interruption temporaire de travail, et on pourrait, je pense, en rajouter encore une demi-douzaine, mais je vais pas toutes vous les faire, car vous n'avez absolument pas besoin de retenir tout ça. Je veux simplement vous montrer qu'en général, reprocher à une infraction la disproportion manifeste de sa peine n'est pas couronné de succès. Bon, vu comme ça, la proportionnalité de la peine, issue du principe de nécessité, ne semble pas être un principe très effectif. Mais c'est oublier qu'au-delà de la proportionnalité de la peine encourue, le droit français exige une proportionnalité de la peine prononcée. C'est pourquoi il est temps d'aborder la deuxième sous-partie, la proportionnalité de la peine prononcée, un encadrement du cumul des sanctions. Alors d'abord, effectivement, il faut bien distinguer la peine encourue de la peine prononcée. La peine encourue, c'est la peine qui est inscrite dans le code pénal. Et cela correspond au maximum que le juge peut prononcer, justement. Le juge peut toujours prononcer moins que la peine encourue, mais il ne peut jamais prononcer plus. Sinon, cela porterait atteinte au principe de l'égalité. La peine prononcée, de l'autre côté, c'est la peine que le juge inflige dans son jugement. Et là, une première idée peut surgir dans votre esprit, surtout si vous êtes attentif. Si la peine encourue est proportionnée, et si elle est le maximum que le juge peut infliger, alors, de facto,
la peine prononcée est elle aussi proportionnée. C'est logique. C'est logique. Oui, mais le juge peut prononcer plusieurs peines, soit parce que plusieurs infractions ont été commises, soit parce que un seul et même acte peut constituer plusieurs infractions en même temps. On parle de concours réel et de concours idéal d'infraction. Par ailleurs, un même acte peut être sanctionné administrativement ou fiscalement, puis sanctionné sur le plan pénal. Le droit pénal n'est pas la seule source de sanctions juridiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Cour européenne des droits de l'homme parle de matière pénale pour envisager toutes les sources de sanctions. Dans ces cas de figure, comme plusieurs sanctions se cumulent, la proportionnalité de la peine encourue ne garantit plus la proportionnalité de la sanction étatique totale que l'individu subira. Il faut donc encadrer le cumul des sanctions. Étudions donc ces deux hypothèses, à savoir le cumul des sanctions pénales et administratives et le concours d'infraction. Pour le cumul des sanctions pénales et administratives, le Conseil constitutionnel raisonne de manière très simple. En fait, il réitère simplement son principe de proportionnalité des peines. Oui, le cumul est possible, à condition qu'il n'aboutisse pas à une sanction globale disproportionnée. Par exemple, dans le cadre de l'examen d'une loi qui renforçait les pouvoirs de sanction de la commission des opérations de bourse, donc une autorité administrative. En 1989, le Conseil a émis la réserve d'interprétation suivante. Si l'éventualité d'une double procédure peut ainsi conduire à un cumul des sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Ici, le Conseil constitutionnel dit deux choses très importantes. Premièrement, deux sanctions issues d'autorités différentes peuvent être prononcées pour un même fait. Dire cela n'est pas anodin, car il y a en droit un principe que je n'ai pas encore abordé, qui est le fameux principe non bis in idem. Ce principe interdit d'être puni deux fois pour les mêmes faits. Le Conseil constitutionnel, visiblement, ne reconnaît pas la valeur constitutionnelle de ce principe, en admettant que des sanctions pénales et administratives pour un même fait puissent se cumuler. Deuxième élément, le Conseil nous dit que le montant total des deux sanctions ne doit pas dépasser le montant maximal encouru pour l'une des deux. Et cette condition permet, malgré le cumul des sanctions, d'être sûr que la punition globale ne sera pas disproportionnée. C'est, me semble-t-il, une gestion raisonnable du cumul des sanctions. Cette logique de permettre le cumul des sanctions en limitant l'ampleur globale de la peine est aussi celle qui permet d'éviter les punitions trop importantes dans le cadre du concours d'infraction que nous allons maintenant aborder. Bon, il faut tout d'abord bien comprendre ce qu'on appelle concours d'infraction. Au cours de sa vie, un individu peut bien sûr faire l'objet de plusieurs peines, en vertu de plusieurs condamnations distinctes. Par exemple, si j'ai été condamné pour complicité de vol à main armée parce que j'ai fourni des sacs et un fourgon, je peux, après ma condamnation, être à nouveau condamné pour une autre infraction que j'aurais effectuée. Ainsi, lorsque deux infractions sont séparées par un jugement définitif, deux peines peuvent être prononcées, et la seconde peut même être aggravée en raison de la récidive. Ici, on ne parlera pas de cumul des peines. D'un autre côté, le concours d'infraction, c'est lorsqu'un individu commet plusieurs infractions avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu. Dans ce cas, sous réserve des règles de qualification des faits, dont je parlerai sans doute dans une vidéo future, le juge pourra retenir plusieurs infractions dans un même jugement, multipliant potentiellement le nombre de peines encourues. Deux hypothèses existent, le concours dit réel et le concours dit idéal d'infraction. La question de la proportionnalité dans le cumul des peines se pose avec une intensité différente selon les cas. Voyons d'abord le concours réel d'infraction. On parle de concours réel d'infraction lorsque plusieurs actes distincts de l'auteur sont qualifiés d'infraction. Dans ce cas, le principe de nécessité ne pose en théorie pas de difficulté particulière, dans la mesure où il n'est pas illégitime de sanctionner chaque acte criminel commis. Cependant, le droit pénal a changé,
Et aujourd'hui, un grand nombre d'infractions sanctionnent des comportements préparatoires, comme l'association de malfaiteurs, ou bien des comportements postérieurs, comme le recel ou le blanchiment. Ainsi, un unique projet criminel peut donner lieu à un grand nombre d'infractions, et donc de sanctions potentielles, indépendamment de toute circonstance aggravante. Par exemple, une association de malfaiteurs précédant un braquage suivi du blanchiment des fruits du braquage. Il faut donc, même dans ces cas, des règles de cumul des peines assez intelligentes pour éviter les punitions excessives. Passons maintenant à l'hypothèse qui sans doute est la plus importante du point de vue de la proportionnalité des peines, le concours idéal d'infraction. Il y a concours idéal d'infraction lorsqu'un même comportement peut recevoir plusieurs qualifications pénales différentes. Par exemple, l'usage de faux et l'escroquerie. Le fait d'utiliser des faux pour tromper une personne et lui faire remettre par exemple une somme d'argent est un même acte, mais peut, dans les règles de qualification actuelles, constituer ces deux infractions distinctes que sont l'usage de faux et l'escroquerie. Le problème de proportionnalité de la peine prononcée est ici plus évident, car un seul et même fait pourra alors générer deux peines. Et ben vous savez quoi? Le code pénal actuel propose exactement la même logique que le Conseil constitutionnel pour le cumul des sanctions pénales et administratives. Les peines se cumulent, oui, mais on ne peut pas prononcer plusieurs peines d'une même nature, on ne peut en prononcer qu'une seule, et dans la limite du maximum encouru. Et sur ce point, comme je vous l'affiche à l'écran, le code pénal ne fait pas de distinction entre concours réel et concours idéal d'infraction. De toute manière, ce régime permet de satisfaire pleinement l'exigence de proportionnalité de la peine, dans la mesure où c'est le régime que le Conseil constitutionnel lui-même a imposé pour les cumuls des sanctions pénales et administratives. Bon, je pense qu'il est temps de faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Premièrement, on a vu que le principe de nécessité était à distinguer de l'examen de la nécessité dans le cadre du contrôle de proportionnalité. Deuxièmement, on a vu que ce principe de nécessité était présent à 3 reprises dans la Constitution, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a vu que le principe de nécessité de l'incrimination présent à l'article 5 n'était pas réellement appliqué par le Conseil constitutionnel, mais que ça n'empêchait pas ce dernier de parfois contrôler la nécessité des incriminations dans le cadre du contrôle de proportionnalité. On a vu ensuite le principe de nécessité de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce principe est la nécessité des peines. On a vu premièrement que le Conseil constitutionnel avait rattaché la rétroactivité in missus, donc la rétroactivité des lois pénales moins sévères, à cette nécessité des peines de l'article 8, et on a vu aussi que le Conseil constitutionnel déduisait de la nécessité des peines une proportionnalité des peines. On a vu que cette proportionnalité des peines concernait la peine encourue, celle qui est inscrite dans le code pénal, mais aussi la peine prononcée, et que cette proportionnalité de la peine prononcée avait une importance particulière dans les cas de cumul des sanctions. Bon, je pense qu'à ce stade, la vidéo est déjà assez longue, et qu'on a vu les principales manifestations du principe de nécessité, et notamment du principe de nécessité de la peine en droit pénal. Cela dit, il faudrait en théorie rajouter l'exigence d'individualisation de la peine, puisque le Conseil constitutionnel a rattaché celle-ci à l'article 8 en 2005. Mais on a déjà pas mal débordé sur le droit de la peine, et c'est surtout dans cette matière que l'individualisation est abordée en général. De même, il nous faudrait, comme je l'indiquais plus haut, évoquer l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la fameuse nécessité des actes de procédure. Mais là aussi, ça relèverait d'un autre cours, celui d'un cours de procédure pénale. Et si je voulais aborder ce sujet, la durée de la vidéo serait littéralement doublée. Je pense qu'on a là des bonnes bases pour envisager la suite. Ces 2 premières vidéos ont un caractère assez introductif, et les 2 prochaines seront très importantes et porteront sur la responsabilité pénale. Petite précision avant de partir. Ce contenu me demande beaucoup de travail, et ne me rapporte absolument rien, sinon évidemment le plaisir d'échanger sur mon sujet d'étude est l'une de mes passions. Seulement, comme je déménage pour mes études justement, ma situation financière devient vraiment compliquée car je me suis endetté. J'ai donc décidé d'ouvrir un Tipeee pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir financièrement ma chaîne. Je vous le dis tout de suite, cette aide n'est pas une condition. Je continuerai mes vidéos quoi qu'il arrive, car j'ai annoncé ce projet et donc que je compte bien aller au bout,
mais aussi parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime ça. Mais si et seulement si vous avez les moyens et l'envie de financer un créateur de contenu, alors je vous invite à faire un petit don sur Tipeee, à l'adresse que j'ai indiquée en description. Enfin, comme moi aussi je soutiens des initiatives qui me semblent salutaires, je vous ai également indiqué un lien vers le jeu Fallacy Quiz, développé par une de mes connaissances, et qui est non seulement un très bon moyen de muscler son esprit critique, mais aussi un jeu indépendant, extrêmement bien réalisé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous attends pour la prochaine vidéo. L'antiterrorisme n'est pas ce qui permet de contrer le terrorisme, c'est ce qui permet de contrer beaucoup de choses au nom de la lutte contre le terrorisme. Le discours moral n'est pas ce qui permet d'empêcher les actions dégueulasses des hommes, c'est ce qui permet, au nom de la lutte contre les actions dégueulasses des hommes, d'exercer son pouvoir sur, en général, des gens innocents.